vivant à CY Economic Design et j'ai rejoint Corporate Régénération dans le cadre de l'organisation de cet événement. Donc j'appelle ici Marianne Mouradour qui dirige le CDC Biodiversité. Je vous en prie, madame, asseyez-vous. Alexandre Rambaud. Alexandre Rambaud est co-directeur de la chaire Comptabilité écologique qui est à Gros Paris Tech et la chaire Double matérialité à l'Institut Bachelier. Il est aussi le cofondateur, tu peux t'asseoir Alexandre, le cofondateur du CERCES, qui est le Cercle des experts comptables pour l'environnement et la société. Et puis, j'accueille aussi Flore Jakimowicz, qui est directrice RSE et innovation chez ICAD. ICAD, qui est une entreprise qui construit, qui organise l'habitation, on va le dire comme cela. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation pour cette table ronde qui démarre sur le pragmatisme, c'est-à-dire les pratiques que vous connaissez, la nature, comment est-ce qu'on va la traduire pour les pratiques d'entreprise, c'est-à-dire pour avoir une boussole, pour savoir où on en est sur nos impacts. Alors, peut-être un point important, aujourd'hui, 13 février 2025, nous sommes à un momentum tout à fait grave, puisque le Green Deal qui a été lancé fin 2019 est aujourd'hui en détricotage, comme vous le savez, avec la possibilité de voir dénaturer cet ensemble extrêmement cohérent qui a été construit à la force du poignet pour créer une Europe qui met le monde extérieur, les milieux, au centre, c'est-à-dire qui met sous condition du business nos conditions d'avenir, tout simplement. Vous savez qu'il y a aujourd'hui l'omnibus qui va être publié à la fin du mois, 26 février normalement, et on ne sait pas à quelle sauce tout cet ensemble va être mangé, ratiboisé ou au contraire maintenu. Alors, c'est important de le rappeler puisque ça nous met en tension dans nos pratiques, même pour ceux qui ont l'habitude des pratiques RSE, effectivement, elles ne suffisent pas. Et c'est bien parce que ça n'a pas suffi qu'il a bien fallu construire des législations avec des normes, avec au-delà de cette CSRD qui est le reporting pour la soutenabilité, des ESRS 4, notamment pour la biodiversité et l'environnement, qui sont aujourd'hui, pour les uns et les autres, des sujets que vous connaissez, que vous abordez, qui sont complexes, qui demandent effectivement beaucoup d'attention, mais pour lesquels on est dans l'apprentissage non pas pour les chiffres, mais pour le futur, pour avoir une modification des feuilles de route des entreprises. Excusez-moi, j'ai été un peu longue. Mais donc pour notre conversation qui va démarrer, je vais juste décoder un tout petit peu les choses pour faciliter peut-être l'introduction que Marianne Mouradour va pouvoir nous faire. Décoder parce que, qu'est-ce que ça veut dire traduire la nature? La nature. Comment peut-on imaginer qu'on traduit par des chiffres quelque chose d'aussi vaste qui peut être compter les espèces, dire l'état de santé des milieux, l'état des sols, y a-t-il de l'eau, toutes les conditions du vivant, y a-t-il des relations, y a-t-il encore de température convenable, tout ça, les conditions du vivant, vous voyez, c'est difficile d'en rendre compte. Et c'est pour ça que traduire en chiffres, c'est une affaire de représentation assumée. Qu'est-ce qu'on va assumer? Qu'est-ce qu'on va prendre au sérieux? Oui, c'est un projet, la comptabilité, ou le fait de traduire comme ça la nature. Il faut trouver donc un langage commun, une objectivation, pour permettre de la comparabilité. Tout ça, c'est des mots qui vont venir. Et donc, il faut que les choses qu'on va compter soient pertinentes,
est-ce que ça va être intéressant le nombre d'espèces, ou est-ce que ce qui va compter c'est leur relation? Je signale d'ailleurs qu'il y a un indicateur relationnel qui existe, hein, donc c'est hyper ambitieux. Il va falloir assumer collectivement une intention. C'est pour piloter le changement, pas pour juste faire de la conformité, bien sûr. Hein. Et puis un périmètre, oui, c'est pas pareil de compter d'autres usines ou d'assumer d'autres territoires. Et donc voilà ma petite introduction où on va entendre ces mots qui vont venir dans la bouche des uns et des autres. Alors Marianne Bouradour, je vais vous demander de nous expliquer comment la CDC Biodiversité s'est emparée de ce défi de cette traduction. Et pourquoi est-ce qu'en fait la biodiversité, c'est une affaire économique? D'abord, peut-être, bonjour à tous et tous. Merci beaucoup de m'avoir invité, d'avoir invité CDC Biodiversité à ce dialogue. Peut-être juste pour compléter d'ailleurs votre belle introduction sur le besoin de traduction de la nature. Tout le monde sait maintenant, et ça sera d'ailleurs dans la partie la nature et la en science, que la nature décline, que la nature s'effondre. Mais la nature, elle ne crie pas, elle ne pleure pas, elle ne se plaint pas. Et du coup, il y a eu un président au sommet de la Terre qui a dit cette phrase qu'on a retenue: notre maison brûle et nous regardons ailleurs. En fait, c'est pire que ça. C'est que notre maison brûle et nous ne le voyons pas. Et c'est ce que dit ensuite les scientifiques comme Dasgupta, qui parlent de cette dimension invisible et silencieuse de la nature, qui fait que effectivement, si on n'arrive pas à connecter cette nature avec nos sciences à nous, avec notre façon de parler à nous, avec notre façon de voir le monde, eh bien en fait, on passe à côté d'un grand danger pour l'humanité, on passe à côté tout simplement de l'humanité. Et donc, traduire la nature en chiffres, eh bien, c'est la regarder sous plusieurs chiffres. Il y a probablement plusieurs typologies de chiffres à aller chercher. D'abord, pour savoir ce qu'on perd, il faut savoir ce qu'on a. Et donc, dans le premier chiffre qu'il faut connaître de la nature, c'est ce qu'elle nous apporte. Et donc là, c'est le chiffrage des valeurs écosystémiques de la nature. On sait aujourd'hui que ça représente plus d'1,5 fois le PIB mondial. Donc tout ce qu'on mange, tout ce qui nous vêtit, tout ce qui nous soigne, et puis au-delà, toutes nos chaînes de valeur de nos entreprises, toute la régulation, le sol, etc. Enfin, vous savez tout ça, toute cette valeur-là, les valeurs écosystémiques, c'est la valeur de la nature. Et plutôt que de dire, oui, c'est important, l'air qu'on respire, les arbres qui captent le carbone, eh bien, il faut essayer d'avoir cette première traduction de ce que ça nous apporte, et ça nous apporte 1,5 fois le PIB mondial. Et quand on a dit ça, eh bien là, brusquement, les acteurs économiques que nous sommes, nous comprenons que nous ne pouvons pas nous en passer, et donc il va falloir travailler. Le deuxième chiffre, c'est à notre niveau individuel, acteurs économiques, citoyens de la Terre, à notre niveau-là, quels sont nos impacts sur la biodiversité. Et on arrive à un deuxième chiffre fondamental quand on est dans une entreprise, c'est quoi mon impact? Qu'est-ce que je détruis dans la biodiversité lorsque je fais ma chaîne de valeur, lorsque je fais de l'agroalimentaire, lorsque je fais du numérique, lorsque je fais de l'aérospatial. Et ça, c'est la quantification. On va très vite arriver à une quantification en double matérialité, parce qu'il y a à la fois ce que je détruis, c'est mon impact, et puis il y a à la fois mes risques, parce que quand je suis une entreprise, mon conseil d'administration, la nature on board, quand je suis dans un conseil d'administration, le conseil d'administration, il va aussi vouloir connaître les risques. Et ça, c'est ce chiffre de la double matérialité, c'est-à-dire que les services rendus écosystémiques rendus par la nature, à l'échelle de l'entreprise, dans sa double matérialité, en risque par rapport à elle. Si j'ai plus de forêt, je ne construis plus en bois quand je suis CAD, et si je construis plus en bois, je vais construire en béton, ce sera beaucoup moins bien, j'aurai pas la même. Mais en plus, dans le béton, il va falloir que j'aille rechercher etc., etc. Donc, je suis
Yann, Florent parlera bien mieux que moi, mais j'ai évidemment des risques, et puis je construis, je gère des logements, j'ai évidemment de l'impact, et ça, c'est des chiffres que moi, entreprise, je dois avoir. Et bien sûr, il y a des outils que propose CDC Biodiversité, on y reviendra peut-être, qui permettent maintenant de mesurer très précisément ces risques et ces impacts en double matérialité. Et puis il y a un troisième chiffre qui est important, c'est si moi je suis un acteur économique éco-responsable. Le chiffre que j'ai besoin de connaître, c'est qu'est-ce que je ne détruis pas et qu'est-ce que je restaure, puisque aujourd'hui, j'espère qu'il y en a encore dans la salle qui croient que c'est possible, même si le contexte est quand même un peu sombre, vous l'avez dit Dorothée. Il y a quand même 191 pays à la COP15 à Montréal qui ont signé pour l'arrêt de la perte de biodiversité en 2030 et sa restauration. Donc un monde régénératif à partir de 2030, parce qu'on ne peut pas rester au point bas où on est aujourd'hui. Et donc il va falloir que je connaisse cet engagement, ma restauration, et ça c'est le troisième chiffre, mon engagement, que je puisse le monétiser, que je puisse connaître. Et là aussi, il y a des outils pour cela. On a bien sûr les outils de la compensation réglementaire, et maintenant, avec la nouvelle loi Industrie verte, on peut faire de la compensation volontaire, c'est-à-dire que c'est plus la compensation, mais c'est du certificat biodiversité. La France a inventé ça. Vous pouvez venir dans des sites que CDC Biodiversité, dans lequel CDC Biodiversité restaure des espèces protégées, et décider de venir acheter des certificats biodiversité volontairement. Et puis vous avez des programmes, et je présente Valentine Orève, qui est la directrice du programme Nature 2050, qui est un fonds philanthropique, où là, effectivement, eh bien, l'engagement, c'est de dire pour 5 € je restaure 1 mètre carré d'écosystème et je l'entretiens jusqu'en 2050, parce que la nature, elle a quand même besoin de reprendre un peu son souffle, hein, donc il faut lui donner un plan de gestion qui lui donne un peu de profondeur. Et là aussi, c'est une façon d'engager. Et du coup, on a trouvé dans ce programme une traduction chiffrée qui est de dire 1 €, c'est 5 mètres carrés d'écosystème. Non, 5 €, c'est 1 mètre carré d'écosystème restauré jusqu'en 2050. Merci beaucoup pour ce panorama extrêmement riche que vous venez de nous brosser. Vous n'avez même pas parlé du Global Biodiversity Score, qui est juste votre bébé, qui est un indicateur que la CDC Biodiversité propose aux opérateurs que vous êtes. Donc je vous y retiendrai certainement. Je vais me tourner vers Flore Jakimowicz pour voir justement pour un opérateur. Donc vous avez aussi, Marianne, évoqué le sujet de compensation, hein, d'ailleurs, qui va revenir dans votre intervention, Flore. Ce que j'aimerais que vous nous disiez, c'est comment ICAD s'est engagé pour appréhender ces impacts sur la biodiversité et comment elle cherche à les atténuer, voire contribuer au maintien des écosystèmes. Bonjour, merci. Effectivement, on s'est engagé il y a assez longtemps sur la biodiversité. C'est une thématique qui nous tient particulièrement à cœur. Pourquoi ? Parce qu'on est promoteur et foncière, mais on est surtout promoteur. Et quand on construit des immeubles, pendant des années, on a détruit la nature, puisque le modèle économique même du promoteur était assis sur l'étalement urbain. Donc on construisait de manière systématiquement sur des endroits qui n'étaient pas déjà artificialisés. Donc on a posé en 2023 une stratégie biodiversité qu'on a fait valider par nos actionnaires dans le cadre d'un Say on Climate et à côté d'un Say on Biodiversity qui a posé cette stratégie, et chaque année on s'est engagé à revenir vers nos actionnaires pour qu'ils votent sur nos résultats. Pas de teasing, cette année c'est pas terrible, pour plein de raisons que je vais essayer de vous expliquer. La stratégie, elle tient déjà en 3 mots, un peu comme ce qu'on a pu faire pour le carbone il y a 10 ans. Et effectivement, le premier enjeu, c'est mesurer. Donc on a fait un gros travail sur quand on construit, qu'est-ce qu'on détruit, comment on le mesure, est-ce qu'on travaille au mètre carré, donc on travaille à la parcelle, on travaille sur des sujets qui sont facilement pilotables par les opérationnels, ou est-ce qu'on travaille en macro-échelle, on travaille sur notre chaîne de valeur, on travaille sur nos matériaux, et c'est là où on utilise d'ailleurs le GBS, qui est un outil qui est développé par CDC Biodiversité.
Et en fait, les résultats ne sont pas forcément simples à appréhender, donc il faut déjà se forger une conviction là-dessus et regarder comment ça peut nous être utile ensuite pour la deuxième étape, qui est le éviter-réduire, un peu comme on peut le retrouver dans le carbone. Comment est-ce qu'on fait pour éviter de l'artificialisation? Il se trouve qu'on a développé un certain nombre d'offres et qu'aujourd'hui on s'est engagé à ce qu'en 2030, un tiers de nos opérations soient des opérations qui soient sur terrain déjà artificialisé. Donc soit des grosses restructurations, soit des réaménagements de quartiers, des quartiers qui sont déjà artificialisés. Et évidemment, à terme, l'idée c'est que ça devienne de plus en plus important. Et puis en troisième lieu, comment est-ce qu'on fait pour renaturer? C'est-à-dire que comment est-ce que systématiquement, à chaque fois qu'on construit, on prend une mesure avant chantier et une mesure après chantier, et il faut que la mesure après chantier soit supérieure à la mesure avant chantier. Donc là, pour le coup, on utilise un indicateur qui s'appelle le CBSH, qui est un indicateur à la taille du mètre carré, donc assez fin, et on met en place des solutions de renaturation. Idéalement, on veut renaturer à l'endroit où on agit. Parce que une fois que tout sera artificialisé partout, quand bien même on aurait un énorme endroit en France qui ne serait pas du tout, quand l'eau tombe sur l'endroit qui est tout artificialisé, fatalement ça fait des inondations, ça fait ce qu'on connaît à Valence. Quand bien même on aurait renaturé ailleurs, c'est pas la question. Donc, nous, notre premier enjeu, c'est comment on est capable de préserver ou de désartificialiser ou de recréer des zones qui sont des zones redonnées à la nature, de recréer des zones de pleine terre à l'endroit où on construit. Cette stratégie et ces mesures, comme je vous le disais, elles ont été mises aux voix de nos actionnaires depuis 2022, le premier CERN Climate and Biodiversity, et puis l'année dernière, le premier CERN Biodiversity tout seul. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on dit environnement, les gens pensent carbone. C'est très bien que ça nous vienne à l'idée, mais du coup ça efface un peu la biodiversité, alors même que l'enjeu de biodiversité il est intimement lié au carbone. Si on ne rend pas des fonctions écosystémiques au sol, s'il n'est pas capable d'absorber l'eau, il n'est pas capable de nous rafraîchir, il n'est pas capable de remplir ces fonctions qui vont nous permettre de vivre dans des endroits qui sont habitables. Donc c'est vraiment essentiel de bien distinguer ces deux résolutions pour donner cette place dans les boards et auprès de nos actionnaires à la biodiversité. Merci beaucoup Flore. J'aimerais juste que vous puissiez compléter sur deux choses. Est-ce que dans cette dynamique, la CSRD est un accélérateur? Et l'autre question, vous avez cette responsabilité de l'innovation aussi dans votre rôle. Et je crois que vous avez des démarches novatrices au syndicat avec des startups notamment. Oui, la CSRD, alors moi je suis pro-réglementation, allez-y, rajoutez-en, je suis pour. Oui, c'est compliqué, hein. Honnêtement, l'année qu'on vient de passer, là, pour sortir le rapport, on l'a rendu hier, il a été validé par les CAC. Mais c'était une année d'enfer. Mais si on veut faire progresser les entreprises, il n'y a pas moyen de faire autrement. Donc non à la simplification, oui à la CSRD, non à un retour uniquement sur des sujets environnementaux, oui pour conserver les deux autres piliers sociétaux et gouvernance. Voilà. Donc la CSRD, oui, c'est très utile, ça nous a permis notamment de mettre en lumière des choses que peut-être on n'avait pas forcément identifiées dans notre stratégie. En tout cas, ça nous donne des axes d'amélioration. Et puis on pourra aussi se comparer et on peut faire confiance aux dirigeants d'entreprise pour pouvoir savoir qui est l'entreprise la plus verte, parce qu'il y a un moment ça va quand même compter, et donc c'est une compétition qui va se mettre en marche, qui nous fera tous progresser. Sur l'innovation, effectivement, on a un startup studio qui s'appelle Urban Odyssey, qui est un startup studio dans lequel on essaie de construire des solutions qui vont permettre de manière beaucoup plus rapide que ce que peut faire une grande entreprise qui a toujours une espèce d'inertie et de lenteur dans son action. Et donc on travaille et on co-crée des startups, on investit dans ces startups. On en a un certain nombre qui concernent la biodiversité, je vais vous en citer 2, 3. La première c'est Vertuo. Vertuo c'est une start-up qui revalorise les eaux pluviales, qui les récupère par ruissellement connecté à des gouttières ou dans la rue au moment où une municipalité refait son trottoir, ou dans une cour d'école quand on désartificialise les cours d'école. Il récupère donc toutes ces eaux fluviales, il les connecte à de la végétation
Et donc ces eaux fluviales, ces eaux de ruissellement, ces eaux pluviales, elles viennent permettre à cette végétation de pousser de manière autonome pendant 3 mois. Pour une municipalité, ça veut dire plus besoin de payer le monsieur qui venait mettre de l'eau avec son arrosoir dans un petit tuyau en plastique au pied de l'arbre, et puis plus besoin de payer l'eau potable, hein, ça peut faire économiser des dizaines de milliers de litres d'eau par an à des municipalités. La deuxième, c'est terre utile. On excave, quand on fait des opérations de promotion immobilière, on excave des terres de chantier. C'est considéré aujourd'hui comme du déchet, il y a une obligation de le traiter comme un déchet, donc en fait on va le mettre dans des décharges. Terre utile récupère donc cette terre, plutôt que de l'envoyer à la décharge, la retraite avec une espèce de secret sauce qu'ils mettent à l'intérieur et la transforme de nouveau en terre végétale. Validée par des scientifiques, hein, il y a des brevets, la terre végétale recyclée de terre utile, elle est exactement de la même qualité que la terre végétale que vous n'auriez pas été décapé du coup à 300 km de là et que vous n'auriez pas transporté jusqu'à votre chantier. Donc super, terre utile, ils ont beaucoup travaillé dans le nord de Paris sur plein de communes. Je vais vous arrêter sur ces 2 exemples. Merci beaucoup pour laisser la place à Alexandre et puis un échange ensuite. Merci. Alexandre, donc là, nous, vous voyez qu'on va vite hein, sur ces sujets de mesures, de traduction, de réalisation concrète pour une entreprise comme CAD. Avec Alexandre, nous ouvrons sur le sujet de la comptabilité écologique, qui est en fait l'horizon de ce Green Deal, l'horizon caché, mais quand on parle de reporting extra-financier, on est en train d'approcher la traduction dans les comptes de l'entreprise de ces impacts. Alors, Alexandre, je vais vous demander pourquoi est-ce que vous avez lancé la chaire comptabilité écologique et que vous participez à aussi l'autre lancement, la chaire donc double matérialité. Quel est l'enjeu de la comptabilité écologique? Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup pour l'invitation de parler de ces sujets, d'autant plus dans ce cadre. Autour de la comptabilité écologique, déjà on a voulu, avec un certain nombre d'acteurs académiques, de la société civile et professionnelle, lancer à la fois les initiatives de la chaire, des chaires et du CERCES, qui est une association. Parce qu'il y a un premier malentendu autour de la comptabilité, c'est que quand on pense comptabilité, on pense directement, aller directement sur le chiffre, voire quelque chose de très financiarisé éventuellement. Et donc c'est déjà aussi revenir sur de quoi on parle quand on parle de comptabilité. Et que la comptabilité, c'est avant tout une question de réflexion sur qu'est-ce que l'on prend en compte. Alors, comme il a été dit, il y a la question de... il y a des choses qui ne comptent pas aujourd'hui, mais compter dans un sens, encore une fois, sans directement forcément de chiffres, simplement en s'interrogeant sur ce qui est pertinent. D'ailleurs, en comptabilité, on a un terme matériel, on parle de double matérialité. La notion de matérialité, ça veut dire la pertinence. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est pertinent, en fait, à regarder. Et à partir de là, ça pose la question du type de représentation. Et ça, c'est un enjeu comptable majeur. Je donne souvent l'exemple, alors pas au niveau entreprise, mais comptabilité nationale. La question, par exemple, sur la comptabilité du chômage, c'est pas une question directement de chiffres, c'est une question en fait de classification sur la représentation de ce qu'est le travail et le chômage. En fait, tous les États posent les mêmes chiffres, mais pas dans les mêmes cases et même dans les mêmes catégories. Donc en fait, la question comptable est avant toute chose, une question de classification et de représentation. Et ça change beaucoup de choses parce que la façon dont on va se représenter une problématique conduit justement, et c'est ça aussi l'enjeu de la comptabilité, à savoir quel chiffre poser et éventuellement quel chiffre ne pas poser. Alors très souvent, d'ailleurs, quand on s'adresse à la chaire ou au CERCES, il y a une demande d'acteurs économiques, d'acteurs divers et variés qui disent « donnez-nous des indicateurs » avec cette idée qu'on arriverait à résoudre en fait les problématiques socio-environnementales par un indicateur un peu magique qui permettrait en fait de tout résoudre. Et la première question qu'on pose, c'est finalement qu'est-ce que vous voulez faire, premièrement, et deuxièmement, en fait, qu'est-ce que vous voulez faire par rapport à quelle identification de problématique. Et comment, en fait, par exemple, vous représentez la biodiversité. C'est quoi la biodiversité, en fait? On pose déjà la question. Et il y a énormément de façons de la représenter.
dans le dernier, enfin pas le dernier, dans un rapport de l'IPBES, qui est le GIEC de la biodiversité en 2022, a été mis en évidence que les valeurs, la valorisation dans un sens non financier, dans un sens global de la biodiversité, de la nature, étaient en fait extrêmement multiples, et qu'il y avait donc notamment des valeurs dites intrinsèques, des valeurs relationnelles, et que tout ça correspond à des représentations spécifiques. Et quand on va poser la question, si on intègre ce type de représentation dans la pensée des organisations, ça conduit à des prises en compte de représentations et derrière éventuellement de quantification et de qualification qui sont différentes. Pour donner un exemple très simple, sur la question de l'eau, la directive cadre sur l'eau, donc là on est vraiment sur de la législation, intègre la représentation de l'eau, des rivières, des lacs, sous l'angle de ce qu'on appelle les bons états écologiques, c'est-à-dire une sorte d'état de santé à respecter, et la façon de représenter ça va se faire par exemple, une évaluation de certaines espèces animales et végétales, qui sont des marqueurs, des biomarqueurs, donc de l'état, en fait, du bon état écologique d'une masse d'eau. Ce que je veux dire par là, c'est que du coup, on a non seulement des quantifications, mais on a aussi, par exemple, des biomarqueurs qu'on peut utiliser. Alors, dans les travaux qu'on conduit, par exemple, sur le sol, on utilise beaucoup, justement, le principe des biomarqueurs, des plantes bio-indicatrices, qui permettent de traduire l'état du sol. Et donc, tout ça, c'est de la comptabilité. Et à partir de là, comme il a été mentionné aussi, il faut en fait avoir une action qui soit engagée, c'est-à-dire qu'on prend en compte pour pouvoir faire des choses. Donc qu'est-ce que l'on fait et comment on classifie et on typologise les actions. Et c'est à la fin que l'on peut poser en fait un chiffre monétaire qui permet en fait d'évaluer finalement pour faire telle ou telle chose, voilà combien en fait ça coûte, combien il faudrait engager. Et donc en fait c'est tout ce travail-là qui est à l'origine de la chaire et du CERCES. Merci beaucoup pour ce grand parcours explicatif qui montre comment les choses en fait ont une cohérence et que la question du pourquoi et de la finalité semble être totalement centrale. Vous êtes tous les trois un peu frustrés, les trois dans le temps, parce que là les sessions sont très très courtes. Nous avons un temps de questions, d'interaction, et je privilégierai la parole de Marianne, qui n'a pas parlé du Global Biodiversity Score, pour une réponse. Mais est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce qu'il y a des choses qui sont inscrites? Et je te laisse peut-être... tu as besoin d'un micro. Merci beaucoup. Donc je me fais la porte-parole d'une personne qui avait une question du coup à la direction de Flore. La question porte sur est-ce que le renoncement à construire certains projets fait partie de vos axes de travail? Alors, le renoncement à construire, je ne sais pas. La conviction que parfois il faut construire différemment que ce qui est prévu, oui. Voilà. Aujourd'hui, la totalité des projets qui passent dans ce qu'on appelle le comité d'engagement, qui est la comitologie chez nous, qui permet de dire si oui ou non on valide un projet. Les projets qui passent remplissent un dossier, et notre grand gain de cette année, c'est que les KPI environnementaux sont sur la même page, sur la première page, à égalité avec les KPI financiers, et que dans ces KPI environnementaux, il y a le carbone et la biodiversité. Donc il y a notamment le fait de savoir si, dans ce qui est prévu pour le projet, le CBSH sera positif au terme du projet, au terme de la construction. Voilà. Merci beaucoup. Si vous souhaitez avoir des réponses complémentaires, peut-être que je pourrais inviter les personnes à venir directement vous voir au moment du cocktail, si vous êtes encore là. J'en profite pour poser une deuxième question qui me semble-t-il est peut-être plus à la direction d'Alexandre. Donc sur les indicateurs relationnels, CFIPBES, existe-t-il pour la compta écologique? Indicateur relationnel, j'ai commencé à en parler avec la directive cadre par exemple, sur tout ce qui est par exemple plantes bioindicatrices ou marqueurs de ce type-là. C'est-à-dire d'avoir une évaluation vraiment écosystémique. Et au sein de la chaire sont développées justement ce qu'on appelle les comptabilités écosystèmes centrées.
où là, l'enjeu, c'est d'avoir des comptabilités sur les socio-écosystèmes qui permettent d'évaluer en fait, les contributions des différents acteurs et des différents types d'écosystèmes par rapport à un milieu naturel donné. On travaille par exemple beaucoup sur les comités de bassin versant, sur donc, le cycle de l'eau, qui est un milieu naturel en fait difficile à appréhender parce que évidemment un cycle de l'eau c'est très large, il y a un territoire qui est concerné complètement et du coup tout l'enjeu c'est d'évaluer les différents types d'interrelations entre le cycle de l'eau, les sociétés humaines et les différents milieux qui composent en fait le bassin versant. Et donc pour ce faire, eh bien, on a justement une représentation des différents types de contributions, des différents types d'interrelations qui permettent à partir de là d'évaluer ce que l'on pourrait faire en termes d'action, donc d'évaluer le type de contribution dans le futur de tel acteur par rapport à la compréhension relationnelle du cycle de l'eau. Merci beaucoup et je propose de clôturer avec une dernière question en accord avec Dorothée. Donc une question qui porte sur comment intégrer la dynamique temporelle, la nécessaire rapidité d'action. J'invite qui le souhaite parmi votre trio à répondre. Alors, très bien. La nécessité de l'action, c'est évidemment l'engagement et c'est évidemment la transition des modèles. Et puisqu'on est dans cette réunion, dans cette table ronde sur l'interprétation par les chiffres, moi ce que je pense, c'est que l'efficacité de l'action pour les acteurs économiques que vous êtes, c'est la première chose, c'est effectivement la transition, votre engagement et l'interprétation de ce que vous faites en termes d'impact et de dépendance. D'ailleurs, on en a tous les trois parlé d'une même voix, fondamentalement. Et donc, effectivement, moi, je vous invite à vous saisir des outils qui existent. Donc, il se trouve que CDC Biodiversité a aujourd'hui inventé un modèle, qui est le Global Biodiversity Score, qui vous permet de comprendre en une métrique, qui est une métrique européenne, c'est la MSA, de comprendre vos risques sur votre chaîne de valeur et vos dépendances avec ce modèle, comme en fait le bilan carbone vous donne une tonne équivalent carbone, le GBS vous donne MSA, ce qui vous permet de vous comparer dans le temps, ce qui vous permet de vous comparer par rapport à votre secteur, par rapport à vous-même et par rapport aux autres, pour être évidemment dans les best in class de l'engagement sur la biodiversité. Formidable, vous êtes épatants tous les trois. Je vous remercie beaucoup pour votre clarté et votre efficacité dans vos propos. C'est très court, mais je pense que vous avez transmis beaucoup de choses.